Voilà. Allez, une vidéo. Allez, 4 personnes. À 10, on commence. Salut tout le monde. Jeff Sadja, tiens, salut. Michel, bonjour. Vanessa, salut. Ah, Vanessa, elle rejoint le groupe. Brigitte Abadou, bonjour. Dominique. Non, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. François Adal, salut. Cousin de Carole. François Adal. On est 47. On va attendre un petit peu. Madame le plus jeune, bonjour. Laurence Gozlan, qui nous aide dans cette action qui est une ORL du 16e qui nous aide à répondre à vos questions. Pierre, Delatte, Sandra, salut. Betty, Philippe, ça va, salut, salut. Pierre, comment vas-tu, Pierre? Pierre Soria, mon voisin, effectivement. Et là, il fait beau au moins. Mais la température ne joue pas sur le virus. On pensait que la chaleur allait tuer ce virus, mais même ça, ça suffit pas. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très 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 bonnes aujourd'hui, comme hier et comme avant-hier d'ailleurs. Et le virus, on a dit qu'il allait être sensible à la chaleur, et ben, même ça, il n'y arrive pas. Dans les 80, bon. Bonjour de Kérédine, Cardo Pro, notre modératrice de folie. Arline, salut. J'ai eu Thomas hier en mail. Josiane, salut. J'ai eu de nouvelles de Lionel aujourd'hui, ou hier. Philippe, salut. Donne la mère, ciao, salut. Bon, Virginie, bon, tout le monde est là, donc on est une centaine, 102, on va peut-être encore attendre un petit peu. Mylène, salut. Bon, c'est ton mari. Alors, c'est pas Thierry, c'est Marie-Claude, je sais maintenant. Coucou Arline. Claude Delphon, bonjour. Yves Bitan, salut, salut. Nina, bonjour. 120 personnes, 125, on va attendre encore 5 minutes, 2 minutes. Émilie, jolie. D'où il sort ce virus, c'est pas possible, la théorie de la chauve-souris. C'est vrai que comment ça, la chauve-souris, elle a bon dos, hein, mais vraiment ce virus, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment un cataclysme, hein, parce que vraiment, quand on pense... Bonjour du Maroc, Nathalie Bellolo. Bonjour. Allô? « 150. Alain Djibali, bonjour. Laurence, j'ai besoin d'un... Linda est à Los Angeles. Bonjour Los Angeles. Là-bas aussi il fait chaud et pourtant le virus, il tient bon. Ben oui, Sandra Cohen, bonjour. Wafa Chi, bonjour. Bon, ben on est 150, on va peut-être recommencer. Non, ça monte, on est 160, on va attendre encore un petit peu.
Attendre les retardataires. Ça fait des siècles qu'ils mangent des chauves-souris et le Covid arrive juste maintenant. Tu as raison. C'est une réflexion juste, logique. Ben oui, c'est un drôle de virus, vraiment. Salut Gérard. On était mieux sur les plages de la Marsan. Emmanuel. Salut Emmanuel, mon ami de Tel Aviv, qui nous fait des reportages. Ça fait longtemps que tu nous en as pas fait. Bonjour de Tel Aviv. Bonjour, bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles du jour, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas eu. J'avoue que je suis assez pessimiste aujourd'hui, car les chiffres ne veulent pas bouger, malheureusement. Je pensais qu'on allait avoir une baisse du nombre de décès, une baisse du nombre de malades, une baisse de ce nombre de gens qui arrivent dans les hôpitaux, dans ces réanimations, qui les surchargent, qui les embouteillent. Eh ben non, on est à 8900 décès, 6400 à l'hôpital. Et surtout hier, on a eu 613 décès à l'hôpital en une journée. C'est vrai que c'est assez angoissant. Je pensais quand on était à 500 décès par jour, je me suis dit, bon, on est arrivé au pic et tout. Mais non, le pic est toujours repoussé, il est toujours repoussé. Et les chiffres montent. J'espère qu'aujourd'hui, on n'a pas eu encore le docteur Salomon. Mais j'espère que les chiffres vont être meilleurs, qu'on va avoir mieux que 613, parce que vraiment, ça commence à devenir lourd, très 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 lourd. Alors là, il y a quand même parmi ça de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a eu 17 200 guéris, patients qui sont guéris, qui sont sortis de l'hôpital. Donc 17 200 patients qui sont guéris, ça nous donne ça nous donne un espoir. On se dit, bon, bah voilà, donc on peut en guérir, on peut en sortir de cet hôpital. Et puis les télés, les radios, elles nous montrent les gens qui ont fait de la réanimation 6 jours, 8 jours, qui sont sortis, on les voit se faire rééduquer, on les voit un peu sortir sous oxygène à la maison. Donc on voit l'espoir, il est là, on le voit arriver au fond. Mais quand même, on est quand même en plein milieu du gué, de ce pic ou ce plateau, je ne sais pas quoi, et il veut pas décrocher, Alors ce matin, j'ai eu une lueur d'espoir. On savait que nos amis médecins avec nous, c'est-à-dire Patrick Avidbol et Alex, travaillent au SAMU le matin, ils font de la régulation, et ils me disent qu'il y a quand même un espoir, que d'habitude au SAMU, ces derniers 10 jours, il y avait à peu près 4600 appels par jour. Or là, ils sont passés de 4600 appels, donc appels urgents pour le SAMU, pour éventuellement amener les gens à l'hôpital, voire en réanimation. On est passé de 4600 appels à 2300 appels. Donc c'est quand même une baisse considérable des appels d'urgence. Et habituellement au SAMU, ils traitent 1600 appels par jour. Donc on voit qu'on arrive quand même de 1600 à 2300. On a un différentiel qui n'est pas énorme, ce qui veut quand même dire que peut-être qu'on arrive à une stabilité, parce que les morts que nous avons aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, il y a une chronologie, il y a un retard entre le moment où vous avez la maladie et au moment où vous décédez. Je vous avais dit à peu près 20 jours. Donc aujourd'hui, on a les décès de patients qui sont tombés malades il y a 20 jours. Mais là, les nouveaux patients, apparemment, on en a moins, puisque les SAMU est moins sollicité. Le SAMU a 2300 appels par jour au lieu de 4600 en forte crise. Et Patrick lui-même nous dit, on est passé de la guerre de tranchées, la guerre brutale, à une bataille simple, mais qui doit être efficace. Et donc, quand même, ils sentent une pression baisser un peu au niveau du SAMU et au niveau d'Île-de-France. Par contre, au niveau des réanimations, ils me disent que c'est toujours très chargé parce que nous avons toujours ces patients qui sont hospitalisés. On a tous dans nos relations des amis, de la famille, des relations qui sont dans le coma depuis une semaine, 10 jours, 15 jours, 20 jours pour certains, avec toutes les complications que ça représente. Les gens peuvent décéder d'une embolie pulmonaire, ils peuvent décéder de maintes choses. Donc, et si vous voulez, une réanimation, plus ça dure, plus c'est compliqué, et plus on a de risques de mourir d'autre chose que du virus.
Et donc, bon, alors donc, c'est maintenant, les patients sont déjà en réanimation et donc les lits sont embolisés par ces patients qui sont déjà en réanimation. Et pour les nouveaux patients, ben, il n'y a pas de nouveaux lits. Donc, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Faites attention, c'est pas le moment de relâcher le confinement, c'est pas le moment de relâcher l'attention parce que si vous chopez le virus maintenant, et ben bon, dans 15 jours, et j'espère qu'il y aura des places pour les nouveaux patients qui nécessiteront une réanimation. Mais si les gens qui sont tombés malades il y a 10 jours, qui vont avoir besoin d'une réanimation dans les 4, 5, 6 jours qui viennent, ben malheureusement, ça va être un peu compliqué à ce niveau-là. Donc, un espoir, c'est que le nombre de patients urgents et graves semble diminuer, puisque les appels du SAMU, qui est quand même un bon curseur, ont diminué. Donc, un espoir, c'est qu'il y a moins d'appels urgents de SAMU, donc moins de gens qui vont être hospitalisés. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même que ces gens, on arrive à les changer au niveau de à activer ces réanimations. Vous savez que beaucoup de questions se posent sur la réanimation maintenant. On est en train de changer la philosophie, même la prise technique de la réanimation, toute la stratégie technique de la réanimation pour ces malades atteints de Covid. On traitait ça comme un SDRA, c'est-à-dire un syndrome de dépression respiratoire aiguë, et on les mettait en réanimation avec une ventilation agressive, c'est-à-dire une intubation, un taux d'oxygène agressif et tout. Là, il semble que ça ne soit pas ce qui est de mieux, et donc maintenant on essaye de moins intuber, d'essayer de ne pas mettre des grandes ventilations, mais des ventilations avec des espèces de machines comme pour les apnées du sommeil. Donc on essaye d'être moins agressif au niveau ventilatoire parce que on s'est aperçu que ce n'était pas forcément utile et que ça pouvait être même délétère. Donc le problème de ce virus, c'est qu'on apprend sur le tas. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Au tout début, je disais, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Aujourd'hui, on sait des choses, et ben demain, on verra que ce qu'on sait aujourd'hui, ben, c'était pas forcément la vérité. Et ce qu'on vous a dit, si vous reprenez les vidéos qu'on a fait au tout début, et ben peut-être que ces vidéos-là, et ben j'avais dit des bêtises, mais sur le moment, c'était la vérité. Donc voilà la situation pour ce qu'elle est en Île-de-France surtout. En France, vous savez que les autres régions sont peu touchées parce que comme nous à Paris et dans l'Est, ils ont bien suivi le confinement, ou du moins on essaye de bien suivre le confinement. Mieux on suivra, mieux on protégera les autres régions de France et notamment le sud de la France qui est très peu touché. Et on espère qu'on va réussir à éviter qu'ils tombent aussi dans cette catastrophe. Alors, un autre espoir aussi nous vient d'Italie, puisque l'Italie, nous, on sait que on les suit de 15 jours. Malheureusement, l'Italie nous a précédés. On a vu le nombre de morts. On disait oui, mais c'est l'Italie, le système de soins, et tout ça. On voit qu'en fait, ils ont le même système de soins que nous. Ils ont la même qualité, le même nombre de lits de réanimation, qui se sont débrouillés de la même manière, mais que malheureusement, c'était infaillible, cette épidémie, et que personne ne pouvait la prévoir, et personne ne pouvait... vous voyez, tous les pays du monde sont atteints de la même manière, et je ne vois pas comment on aurait pu éviter cette catastrophe. C'était vraiment inexorable. Donc en fait, ce que l'on voit quand même en Italie maintenant, c'est que la courbe, elle décline en Italie. Donc ça, c'est sûr et certain. Alors on dit qu'il n'y a pas de nouveaux malades graves, pas de nouveaux malades de réanimation, les informations se font et se défont, on donne une information puis son contraire. En réalité, quand on prend les chiffres de décès, parce que pour arrêter toute polémique, malheureusement, il n'y a que ça qui va compter, et ben on voit que le nombre de décès est en train de baisser. Donc maintenant, on peut le dire que l'Italie a traverser son pic et qu'elle est en train de baisser, de baisser. Un autre facteur, moi, qui me rend optimiste, c'est la ville de Wuhan en Chine. Ils ont déconfiné aujourd'hui et tout. Mais bon, c'est quand même depuis 2 mois et demi qu'ils sont confinés. Donc, sinon, on doit encore rester 1 mois et demi confinés. Et bon, je sais pas si c'est, mais si ça doit nous sauver la vie, ben on restera le temps qu'il nous faudra parce que rien ne vaut la vie et la vie n'a pas de prix. Si on doit rester confiné, ben on le restera et on fera attention. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des nouveaux malades? Qui sont ces nouveaux malades qui arrivent là parce qu'on s'est dit, mais tout le monde est confiné, mais pourquoi il y a de nouveaux malades qui viennent encombrer encore nos réas? Comment ils se sont contaminés il y a 15 jours puisqu'ils ont été confinés? Eh bien, tout le monde n'est pas confiné, malheureusement. D'abord, il y a ceux qui sont inconscients, des fous qui sortent faire du foot ou quoi, et qui se baladent. Donc, il y a les fous d'un côté qui sont
qui sont lâchés dans la ville et qui font des bêtises, mais cela on n'en parle pas. D'ailleurs, on a vu dans le 93 où ils avaient du mal à suivre le confinement, on voit que le nombre de cas a explosé. C'est la région où il y a le plus de patients atteints et le plus de patients en réanimation. C'est une explosion incroyable. D'ailleurs, notre président Macron était là-bas, c'est sur place cet après-midi, pour les alerter encore, pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc il y a ça, il y a ces nouveaux patients, c'est ceux qui n'ont pas suivi, c'est ceux qui ne font pas le confinement. Et puis il y a ceux qui malheureusement travaillent, parce que vous savez que le pays, il y a 50% de l'économie qui continue à fonctionner. Vous avez tous ces gens dont je vous parlais hier sur mon poste, ces gens qui travaillent chez Carrefour, chez Lidl, ces caissières, ces magasiniers, ces fruitiers, tous ces gens qui sont là, les postiers, les gens dans les banques, les routiers qui nous amènent des nourritures depuis Rungis, depuis la campagne, qui nous alimentent à Paris en légumes. Tous ces gens-là sont des gens qui malheureusement sont obligés de travailler. Et dans quelles conditions? Ils ont ni masque ni gants, rien du tout. Vous le savez, on parlera plus des masques parce que les masques c'est une catastrophe. On peut même pas en acheter et ils les confisquent à la douane. Alors c'est même pas la peine de discuter. Donc ils travaillent dans quelles conditions? Et ben c'est ceux-là qui malheureusement qu'on est en train de voir étant malade. C'est eux qu'on est en train de voir. Et puis, moi, je vois aussi dans les patients que je peux, éventuellement, que je consulte ou non, et il me dit, alors comment, alors je leur pose, je vois qu'ils sont atteints depuis 4 jours. Je dis, mais comment, vous avez respecté le confinement? Ils me disent, oui, j'ai respecté le confinement. Mais comment vous avez pu respecter le confinement si vous êtes malade? Il doit y avoir une faille, réfléchissez, qu'est-ce que vous avez fait? Reprenez votre agenda. Et puis, ah oui, c'est vrai, mes enfants sont en garde partagée, et puis dimanche dernier, j'ai été les voir en garde partagée, et je voulais les voir, et j'étais les voir. Ben voilà, elle a été les voir, et ben elle a été atteinte, parce qu'elle n'a pas suivi le confinement, elle a mélangé les deux cellules familiales. Et ben c'est pas bon, quand on est en garde partagée, les enfants, ils ont commencé chez le père ou chez la mère, ils y resteront le temps du confinement. De même que une autre patiente lui dit, mais alors, comment vous avez pu tomber malade? C'est pas possible. Vous faites le confinement. Ah, je sors pas, docteur, juste pour le pain, je sais tout, parce que c'est très grave, je sors pas, j'ai peur, j'ai avec mon mari et tout. Je dis, mais alors racontez-moi votre journée. Elle me dit, ben voilà, le matin, je sors faire des courses, et l'après-midi, je suis avec ma fille, et on va se promener au bois de Boulogne. Mais votre fille, qu'est-ce qu'elle fait, votre fille? Ah ben le matin, elle fait des gâteaux pour les amener au personnel soignant dans les hôpitaux. Je dis, ah bon? Dans le personnel soignant dans les hôpitaux? Donc tous les matins, elle va à l'hôpital? Ben oui, tous les matins, elle va à l'hôpital, et l'après-midi, elle passe le virus à sa mère. Et maintenant, ça y est, elle est positive, la mère. Donc vous voyez, faites attention à des choses qui paraissent bête d'aller voir sa fille pour marcher avec elle. Moi, je le fais tous les jours avec mon fils. On va marcher, on essaie de marcher une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais mon fils, je ne le laisse pas sortir de la maison. Je le surveille. Il est prisonnier, le malheureux, à la maison. Et je lui dis, si tu sors, c'est comme si tu me mettais un couteau dans le cœur. C'est la même chose. Et donc, il a peur. Il veut pas. Mais sa fille va tous les matins à l'hôpital. Elle rencontre des soignants. Elle leur distribue des gâteaux. C'est merveilleux ce qu'elle fait, la fille. Mais après, elle vient voir la mère. Non. C'est un choix dans la vie. On fait ça ou ça. Donc, faites attention. Dans votre emploi du temps, scrutez ce que vous faites. Et vous voyez que souvent, c'est par un manque de vigilance qu'on peut tomber malade parce que on n'a pas vu qu'on a mélangé 2 cellules familiales, on n'a pas vu qu'on a mélangé 2 maisons différentes. Cette femme-là, sa fille habite à 50 mètres de chez elle, mais 50 mètres, c'est une autre cellule familiale. C'est pas la même chose. Donc, il faut pas les mélanger, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire pour les nouveaux contaminés. Donc ça, c'est les nouveaux contaminés. Et puis enfin, les joggeurs. Les joggeurs, heureusement que le gouvernement a cessé. Ça fait depuis 20 jours qu'on dit qu'il faut arrêter ces joggeurs. Ça y est, ils n'auront plus le droit dans la journée, mais c'est des bombes virales, des joggeurs. Ils courent, ils soufflent comme des putois, ils nous envoient des virus, des millions de virus. Ils ont jamais de masque, ils crachent par terre. Enfin bon, on va pas recommencer l'histoire des joggeurs. Les joggeurs, on les connaît. Ils font du sport. Jamais il y a eu autant de joggeurs que depuis qu'on est en épidémie. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire pour les nouveaux contaminés. Les nouveaux contaminés, c'est ceux qui travaillent, ceux qui ne respectent pas le confinement, et puis ceux chez qui il y a des failles dans le confinement parce que ils ont mélangé les trucs. C'est pour ça que pour les fêtes, par exemple, il ne faudra pas mélanger les cellules familiales. Vous voyez votre fils, votre fille, ben non.
Et d'autant plus que je viens d'avoir des résultats d'un ami qui était Covid positif depuis un mois, et ben son prélèvement nasal est toujours positif, ce qui veut dire qu'il est toujours porteur, et et donc ses enfants, une histoire de garde partagée aussi, et ben il pourra pas les voir parce qu'il est toujours porteur, et il est en interdiction de sortir de chez lui, et il ne peut sortir qu'avec un masque. Donc même après un mois, il a encore du virus dans le nez. Donc je vous mets en garde, ne mélangez pas les cellules familiales, chacun se reste chez soi. Pour ceux qui sont malades, il y a quelque chose qui est très important en dehors des traitements, c'est le repos. C'est très très important de se reposer. Vous savez, ça a l'air de rien, mais avant, quand on était malade, on restait à la maison, au lit, sous la couverture, et on restait 2-3 jours. Eh ben oui, eh ben là, si vous êtes malade, il faut pas bouger de votre lit. Le simple fait d'abord, on est exténué quand on est malade, ça vous le savez, mais non seulement il faut pas bouger, il faut rester allongé dans le lit. J'ai même une copine, elle a amené à son mari des couches-culottes pour qu'il n'ait pas qu'il se lève faire pipi avant qu'il est fatigué. Il ne voulait pas qu'il se fatigue. Il lui a dit, je préfère que tu prennes des couches-culottes que de te lever et faire pipi, d'aller faire pipi, parce que ça va te fatiguer. Moins on bouge, et mieux c'est. Et ça, je l'ai vérifié sur plusieurs personnes. Je pense que le repos physique est très important. Si vous vous sentez atteint du virus, ou un début, restez chez vous, allongé au lit, et essayez de ne pas bouger. Vous avez toutes les chances de ne pas... pour essayer d'éviter que tout ça se complique. Parce que vous savez, ça va très très vite. Hein. Moi, j'ai vu, malheureusement, très proche de moi, la semaine dernière, des gens qui sont dégradés, qui, mercredi, ils vous parlaient comme je vous parle, samedi, ils étaient en réa. Hein. Je vous dis, ça va très très vite. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une pathologie où il ne faut pas perdre de temps. Il y a un moment T où il faut prendre un traitement, eh ben, il faut le prendre. Et à un moment T, il faut se reposer, ça va vite, les jours passent vite, et vous vous rendez pas compte, et tac, après c'est l'hôpital, et le lendemain c'est la réanimation. Donc faites attention, le repos est un élément très important pour se protéger. Une autre leçon de ce virus, c'est l'égalité devant la maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu Boris Johnson, qui est le Premier ministre anglais, eh ben, il est à l'hôpital, il n'est pas en réa, mais presque. Et donc, vous avez vu qu'il n'y a pas de riches, de pauvres, de juifs, d'arabes, de blancs, de noirs, de riches, de politiques, pas de politique, il n'y a rien. On est tous égaux. Alors, pas tous complètement égaux, parce que les gros, par exemple, ils sont moins égaux que les autres, ils ont plus de chances de faire des complications, les hypertendus aussi. Et il semblerait aussi qu'il y ait certains groupes Rhésus aussi qui soient plus sensibles que d'autres. Mais enfin, quand même, c'est une pathologie où vous voyez tout le monde à égalité. Tout le monde a peur, tout le monde est effrayé, tout le monde est chez soi, tout le monde est caché, et tout le monde veut éviter ce virus qui terrifie tout le monde. Et il n'y a plus de différence, d'ailleurs, on le voit sur le site, sur le groupe qu'on est. On est 18 000, 17 500, et ben voilà, tout le monde parle, chacun essaie de vider son angoisse. D'ailleurs, à ce propos de vider son angoisse, je vais vous raconter une autre histoire de l'homme qui a vu l'homme, malheureusement, parce que avec ces questions, là, ça devient difficile pour les médecins et pour nous. Et donc voilà ce qui nous est arrivé encore hier soir. Je vous ai déjà raconté une histoire la dernière fois. Voilà, 23h14. Moi, je me mets prête, je me dis, je vais enfin pouvoir dormir. Je prends un livre, je me mets au lit. Et qu'est-ce que je lis ? Juste avant de dormir, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert le truc. Bonsoir, un enfant de 10 ans à 38,5 de fièvre depuis hier, il vomit, il saigne du nez, a mal au ventre, il est tout pâle. Moi, je lis ça, je me dis, bon, je envoie un message, demain, vous voyez votre pédiatre. Oui, mais sauf que un autre médecin derrière moi lit ça et trouve que le fait que l'enfant soit pâle et qu'il ait de la fièvre, qu'il ait saigné du nez, peut être un mauvais signe. Et donc, un des médecins dit, non, moi, je vous conseille que ça peut être, je sais pas quoi, allez aux urgences. D'accord, allez aux urgences. Bon, moi je dis rien. Un autre troisième médecin, donc vous voyez qu'on est à votre service à 23h30, il y a 4 médecins qui s'occupent de vous quand même. Et donc un troisième médecin vient dessus et me dit, oui, moi aussi je suis d'accord, ça peut être une invagination de je sais pas quoi. Bon, enfin bref, des termes médicaux. Bon, d'accord, moi ça fait exactement 32 ans que j'ai pas fait de pédiatrie. Je me suis dit, bon, ils ont peut-être raison. Et voilà que la conversation, la quatrième arrive, donc le quatrième médecin qui est Michel, qui est notre ami, la maman docteur, qui est très, très, très attendrie par tous les commentaires et elle se sent impliquée dans tout. Il me dit, non, mais vous allez affoler la maman, comment vous dites ça? Et la maman, il envoie un message à la maman, et oui, vous savez, faites attention, c'est pas forcément grave, il faut aller aux urgences, enfin, moi, je vous dis pas. On est restés les 4 en discussion à se bagarrer jusqu'à 1h30 du matin.
qu'à tel point que ce matin, que j'ai dit, maintenant ça suffit de la pédiatrie. D'abord, ça n'a aucun rapport avec le Covid-19. Les enfants ne font pas de forme grave, on va arrêter la pédiatrie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que si ça s'arrêtait là, il n'y a pas de quoi vous la raconter. Donc 4 médecins qui discutent jusqu'à 1h30 du matin sur le cas, et ce matin, je me réveille, je vois que la discussion reprend, je dis à Michel, je dis, mais Michel, envoie un message à la mère, comment va le gosse? Et il devait mourir dans la nuit, donc comment il va? Et vous voyez pas que c'est la réponse de la dame? Ah, je sais pas, c'était pas mon fils. C'est pas votre fils. Mais de qui vous parlez? C'est l'homme qui a vu l'homme, voilà. Donc on ne sait pas. Donc vous pouvez vous envoyer des messages médicaux à des médecins qui sont à votre service gratuitement quand même, à 11h30 du soir. Vous les mettez dans un état de panique, avec des angoisses en se disant, si on fait une erreur médicale, qu'est-ce qui va se passer? Et le gosse, il peut avoir ça et ça dans la nuit. Et finalement, le gosse, c'est même pas le vôtre, vous savez même pas où il est, où il en est, et tout ça. Et le lendemain, il me dit, ah oui, c'est pas mon fils, je vais me renseigner auprès de la mère. Donc ça, ce n'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, on a pris la décision de ne plus traiter les problèmes d'enfants. D'abord parce qu'il n'y a pas de forme grave, et puis il n'y a pas de pédiatre dans le groupe. Donc il ne faut plus poser de questions sur les enfants. Et en plus, nous ne sommes pas un service d'urgence, nous sommes un service médical, enfin, nous sommes un service d'entraide et de renseignements médicaux. On ne peut pas prescrire de médicaments, on peut que vous donner des conseils, aviser peut-être, mais des conseils, mais c'est tout. Ne comptez pas sur nous pour vous soigner quoi que ce soit. Si vous avez des problèmes, les médecins traitants sont tous en téléconsultation. Vous prenez une téléconsultation. N'oubliez pas que toutes vos pathologies doivent être suivies. Ceux qui sont hypertendus doivent être suivis. Ceux qui sont diabétiques doivent être suivis. Tout le monde ne s'est pas arrêté à cause du Covid. Vous devez continuer à voir vos médecins. Vous ne pouvez pas nous poser à nous toutes les questions du monde. Nous, on répond aux questions du Covid et encore, on ne fait qu'orienter. Mais vous devez continuer à aller voir vos médecins. C'est de votre vie qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur ce groupe et poser toutes sortes de questions, les boutons, les trucs, je sais pas quoi. Non, il faut poser des questions sur le groupe qui concernent uniquement les problèmes de virus. Et c'est tout. Et pour le reste, il faut consulter vos médecins. Vos médecins travaillent. Ils sont en téléconsultation. Ça règle beaucoup de problèmes. Vous pouvez recevoir des arrêts de travail, vous pouvez recevoir des ordonnances, vous pouvez recevoir toutes sortes de documents médicaux. On peut vous prescrire des radiologies. Donc c'est très important que vous consultiez vos médecins traitants. La vie ne s'est pas arrêtée, les médecins sont toujours là, les salles d'attente sont vides. Pourquoi? Il n'y a plus de malades? Ils sont plus malades les gens? Non. Il faut continuer à les voir. Nous, on n'est pas là pour ça, on n'est pas un service d'urgence, on ne va pas se substituer aux urgences. Notre but n'est pas ce n'est pas ça. Notre but, c'est de vous informer sur l'évolution de cette maladie qui est affreuse, qui est terrible, de vous rassurer quand vous êtes angoissé sur un signe ou un symptôme. Si on peut vous rassurer, on vous rassure, mais pas plus. On n'est pas là pour vous soigner. Si vous avez besoin d'être soigné, vous devez voir votre médecin traitant. Voilà, vous prenez une téléconsultation. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc les nouvelles sont un peu mitigées. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est comme toujours, il y a du bon et du mauvais. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer de manière positive, parce que là, ça commence à être un peu long et un peu lourd. Je souhaite un très prompt rétablissement à tous nos patients, tous nos amis hospitalisés. Je leur souhaite une très 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 bonne santé. Je souhaite vraiment qu'ils se sortent de tous ces malheurs, que la joie revienne chez nous, que le bonheur réapparaisse. Je vous souhaite, pour ceux qui sont juifs ou pour ceux qui sont catholiques, de très bonnes fêtes de Pâques. Pour les musulmans, ça sera Ramadan dans quelque temps. J'espère que le Ramadan pourra se fêter en famille et dans la joie et le bonheur. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis, n'oubliez jamais qu'ensemble on est les plus forts. Au revoir.